C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le groupe armé M23 qui affirme avoir entamé le retrait de ses troupes d'Ouvira, mais Washington qui en doute et qui affirme ne pas avoir de preuves crédibles de ce retrait. La Maison-Blanche qui surveille l'évolution de la situation dans l'est de la RDC comme le lait sur le feu. Une dizaine de jours après la signature des accords de paix, le Rwanda est pointé du doigt. Nous ferons réagir ce soir Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Il est notre invité. À 11 jours de la présidentielle en Centrafrique, l'opposition se mobilise. Le candidat Anicet George Dologele, ancien Premier ministre, est sur les starting blocks pour... nous serons ce soir à Bangui dans ce journal. Et puis ce record au Bénin où la chef Kate Sonon a achevé 15 jours de cuisine en continu. Lancée le 1er décembre au Palais des Congrès de Cotonou, elle a réussi à battre le record mondial qui était de 5 jours, imperturbable. Nous l'écouterons à la fin de ce journal. Ce mercredi soir, l'AFC M23 affirme avoir entamé son retrait d'Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour le moment, les États-Unis considèrent qu'il n'y a aucune preuve crédible que ce groupe armé, soutenu par le Rwanda, se retire de la ville stratégique. Washington qui accentue la pression sur Kigali pour cesser son soutien au M23. Ce soir, nous recevons justement Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Bonsoir monsieur. Merci infiniment de réagir sur notre antenne. Tout d'abord, l'AMCA M23 annonce avoir entamé son retrait. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Merci beaucoup. Nous avons suivi, comme tout le monde, d'abord l'annonce de l'AFC M23 de son retrait de la ville de Villa, mais aussi le début du retrait aujourd'hui. Et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties, au processus de Doha, de retourner à la table de discussion et de négocier les 6 protocoles restants de l'accord cadre du 15 novembre. Alors, nous avons reçu hier Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Il accuse le Rwanda, votre pays, d'être, je cite, le père du M23 et que vous êtes en quelque sorte le père du fils, le M23, et que vous êtes derrière l'avancée du M23 à Ouvira et que vous n'avez pas respecté l'accord de Washington. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Ma réaction est simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide par laquelle des populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc, c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, où des bombardements avec des drones d'attaque et des avions de chasse n'ont cessé depuis plus de 6 mois. Alors Patrick Muyaya, vous accusez exactement de la même chose, d'utiliser des drones kamikazes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et votre homologue burundais également, Edouard Bizimana, a dénoncé sur X la mauvaise volonté du M23, le fait que le M23 cherche à gagner du temps et que le Rwanda l'attaquait aussi sur son territoire. Ça, c'est faux. C'est plutôt des tirs du Burundi qui ont atteint la ville de Kamanyola au Congo, qui ont fait des réfugiés, qui ont provoqué des mouvements de réfugiés chez nous au Rwanda, à Bugarama. Et donc, il faut quand même comprendre qu'un cessez-le-feu, c'est un accord entre des parties belligérantes pour faire taire les armes afin de discuter des problèmes ou de la question politique qu'il y a entre ces deux parties. Et puis, on ne peut pas imaginer un cessez-le-feu avec un cessez-le-feu que seule une partie au conflit doit respecter. Et donc, je disais que depuis des mois, ils s'en vantent même, le gouvernement congolais n'a cessé de bombarder les positions de la FM23, n'a cessé de bombarder les villages Banyamulenge, ce qui est bien sûr en violation
du cessez-le-feu. Et donc, ce n'est pas lorsque l'autre partie, la partie qui se fait bombarder, réplique, que tout le monde commence à crier en disant qu'il y a violation du cessez-le-feu, alors que la situation dure depuis des mois. Mais le M23 est un groupe armé qui opère sur le territoire congolais. Oui, le M23, c'est un groupe armé congolais qui opère sur le territoire congolais, mais qui a signé un accord de cessez-le-feu à Doha avec le gouvernement congolais. Donc, Alors, si le M23 et le gouvernement congolais ont signé un accord de cessez-le-feu, les deux parties doivent le respecter. Il n'y a pas seulement une partie qui doit respecter cet accord de cessez-le-feu. Monsieur Ndounguiré, quelles étaient justement vos attentes à Washington? Que contient cet accord concrètement? Sur quoi vous vous êtes engagé, vous, le Rwanda, j'entends? C'est un accord historique, comme on l'a dit, qui contient des volets importants, un volet sécuritaire, la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense, mais aussi un volet économique avec la signature de l'accord, du cadre d'intégration régionale économique, qui va permettre des investissements conjoints entre le Rwanda et la RDC dans différents domaines comme les infrastructures, les minerais critiques, les parcs nationaux, etc. Donc, c'est un accord historique qui est le plus complet possible et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait de la bonne foi. Mais sur et quoi la le volonté Rwanda s'est politique pour engagé le dans mettre en cet œuvre. accord j'entends l'accord de paix, non pas le volet économique, mais l'accord de paix. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, il y a le volet sécuritaire qui exige donc la neutralisation des génocidaires FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. C'est dans le cadre du concept des opérations, le CONOPS, qui a été signé le 27 juin dans le cadre de l'accord de paix. Donc, ce sont ces deux obligations qui sont même d'ailleurs discutées par un mécanisme qui a été mis en place par l'accord de Washington, un mécanisme de coordination, un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Alors justement, vous parlez de Washington. Aujourd'hui, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, accuse le Rwanda de poursuivre son soutien au M23. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le Rwanda est toujours engagé avec le médiateur américain pour trouver une solution à cette crise. Et nous allons continuer à discuter avec la partie américaine pour voir des voies de sortie pour que toutes les parties se remettent à discuter de l'application des accords de Washington. Vous êtes en contact avec Marco Rubio? Vous êtes en contact avec Washington? Oui, nous sommes en contact avec l'administration américaine sur une voie de sortie à cette crise. Alors, le M23 qui a annoncé avoir entamé son retrait, a proposé ce retrait sous condition, ce retrait d'Ouvira, je précise. Et dans ces conditions, il y avait la démilitarisation d'Ouvira, mais aussi la présence d'une force militaire neutre, comme par exemple la MONUSCO ou même l'Union africaine. Est-ce que vous, le Rwanda, est-ce que le Rwanda est favorable à la présence d'une force neutre sur le terrain? Nous y sommes favorables pour une raison très simple, puisque les retraits précédents de la FCM 23, que ce soit à Walikale, Massissi ou autres, ont été suivis de massacres de la part des soldats FARDC et de leurs milices, des populations locales, des populations civiles qui avaient soutenu ou manifesté leur soutien au AFC M23. Et donc, qu'il y ait une force neutre, je pense, c'est la meilleure des choses pour sécuriser la population de Villa. Alors, je vous posais la question tout à l'heure si vous étiez en contact avec Washington, mais est-ce que vous êtes aussi en contact avec la République démocratique du Congo et le Burundi? Est-ce qu'il y a une rencontre de prévue entre les trois parties, notamment avec ces derniers développements à Uvira? Nous avons un cadre de discussion avec la RDC, qui est donc le cadre de Washington. Nous espérons que les réunions suivantes du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire sera réactivée pour discuter de la voie à suivre dans la neutralisation des FDLR et pour la levée des mesures rwandaises de défense. Pour le Burundi, une réunion s'est tenue ce week-end entre les services de sécurité des deux États pour parler de la désescalade. Et nous pensons que si ces réunions se poursuivent, que nous allons
nous entendre sur une voie de sortie et pour une désescalade régionale et la réactivation des accords de paix. Alors, dernière question, est-ce que comment le Rwanda perçoit le fait que la pression soit accentuée sur le pays de la part de la communauté internationale, y compris des États-Unis, qui, je cite Marco Rubio, a dit prendre des mesures pour garantir que les promesses faites lors de l'accord de Washington au président Trump soient tenues? Les promesses qui ont été faites dans l'accord de Washington, c'est d'abord le respect du cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu doit être respecté par toutes les parties. Je pense que si la RDC respecte le cessez-le-feu et met fin à ces attaques aériennes, y compris par des drones d'attaque, et je pense aussi que l'autre partie devrait respecter ce cessez-le-feu. Donc, si toutes les parties respectent les accords qu'elles ont signés, je pense qu'il y aura une voie de poursuite de ce processus de Washington et du processus aussi de Doha par la même occasion. Merci beaucoup Olivier Ndoungiré, ministre rwandais des Affaires étrangères. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On en vient à cette manifestation en Tunisie. La date correspond à l'anniversaire officiel de la révolution validée par le président Kais Saied. Ses partisans se sont rassemblés dans la capitale pour notamment dénoncer, je cite, les traîtres de l'opposition après plusieurs semaines de manifestations. Le 14 janvier prochain, l'autre date de la révolution tunisienne, celle qui correspond au départ de l'ancien dictateur Zine El Abidine Ben Ali, sera l'occasion pour les opposants à Kais Saied de se mobiliser dans les rues. En République centrafricaine, la campagne électorale se poursuit avec une opposition qui tente de mobiliser. Parmi les figures de l'opposition, Anicet Georges Dologuélé, ancien Premier ministre. Il est candidat à l'élection présidentielle. La correspondance à Bangui de Jospin Bissi et Pacom Pabandji. Premier ministre de 1999 à 2001, Anicet Georges Dologuélé est l'une des figures les plus connues de la scène politique centrafricaine. À la tête du parti URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain, il est considéré comme le principal challenger du président sortant, Faustin Archange Touadéra. Déjà candidat aux élections présidentielles de 2016 et de 2021, cet économiste de formation fait de nouveau campagne avec un discours centré sur la bonne gouvernance, la relance économique et la réconciliation nationale. Contrairement à une partie de l'opposition, il a choisi de ne pas suivre l'appel au boycott dans un contexte marqué par des critiques sur l'absence de dialogue politique. C'est surprenant parce que je fais une campagne pour la première fois, une campagne à pied. C'est-à-dire je vais vers les populations, je les rencontre. Ça se passe très bien, il y a beaucoup d'enthousiasme. J'ai pratiquement déjà fini les quartiers de Bangui. Au-delà de l'enthousiasme, j'écoute ce que les populations disent. M. Touadéra avait droit à 2 mandats. Il a fait ces 2 mandats d'échec, mais dans tous les domaines. Il est grand temps qu'il aille se reposer. Surnommé ici Kotaku, une expression locale signifiant grand coup, Anicet Georges Dologuélé a récemment renoncé à sa nationalité française pour se conformer à la nouvelle constitution. Il a opté pour une campagne de proximité, allant à la rencontre des électeurs dans les quartiers ou sur les marchés. Pour finir, on vous emmène au Bénin où la chef Kate Sonon vient d'achever un défi hors norme. 15 jours de cuisine en continu, lancé le 1er décembre au Palais des Congrès de Cotonou. Elle s'était fait fixer un objectif clair, dépasser le record mondial du plus long marathon culinaire et inscrire le Bénin dans l'histoire du Guinness World des records. Le marathon s'est terminé ce mardi après 15 jours de cuisine non-stop. Pas même une pause le 7 décembre dernier alors que Cotonou était plongé dans une tentative de coup d'État. Imperturbable, concentré, écoutez-la au micro d'Emmanuel Sodji. J'étais concentrée sur ce qui se passait à l'intérieur, tout ce qui se passait à l'extérieur ne me préoccupait pas. J'étais plus concentrée sur ce que je faisais parce qu'il y avait le public béninois qui me soutenait à fond, qui chantait l'hymne national. Ce qui m'a permis en fait d'hisser le drapeau de mon pays sur la carte mondiale et d'avoir mis plus en avant les plats locaux de chez moi. Voilà, l'histoire ne nous dit pas où sont passés les repas préparés pendant 15 jours. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.